Édition du 11 septembre 2020. Bienvenue à cet autre balado du Centre-Ville. Alexandre Tourigny en compagnie de Max Boudreau. Évidemment, bon, le 19e anniversaire des attaques tragiques qui se sont produites à New York. Mais question de commencer ce podcast de meilleure façon peut-être. C'est le premier anniversaire également de mon fils Jacob. Donc, j'aimerais lui souhaiter officiellement un bon premier anniversaire. Hey, bonne fête, Jacob! Ben oui, mais il dort présentement, mais je suis sûr qu'il te remercie. Grosse journée de basketball aujourd'hui, alors que les Raptors de Toronto vont être impliqués dans un match numéro 7 plus tard en soirée à compter de 21h, un match qui sera disputé sur les zones de RDS. Et programme double également, puisque à compter de 18h30, ce sera Clippers contre Nuggets. Les Clippers tenteront de mettre fin à cette série, donc à compter de 18h30 sur les zones de RDS. Énormément de basket. Mais Max, j'aimerais tout d'abord qu'on revienne évidemment sur le match numéro 6, match que tu as eu la chance de décrire. Raconte-moi un peu comment tu l'as vécu parce que, encore une fois, ça a pris 4 secondes et à la suite de la victoire, tu m'as appelé. Et pour une deuxième fois en 2 semaines, je t'ai envoyé sur ma boîte vocale et je t'ai rappelé tout de suite après. Mais j'ai vu sur Twitter que tu as écrit que c'était le plus grand match que tu as eu la chance de décrire. Explique-nous un peu comment tu as vécu ce match-là et ce moment-là. Et dis un peu aux gens comment on est lorsqu'on décrit ce genre de match. Parce que lorsqu'on est à la caméra, vous nous voyez sur nos sièges assis, mais j'ai l'impression qu'il n'y avait plus personne qui était assis au bureau RDS. Non, c'est ça. Match. C'est sûr que le premier quart a été un peu timide, donc je ne sais pas si ça paraissait aussi dans nos voix. On voulait avoir un bon début de match des Raptors. On voulait avoir un match serré, dans le fond. Tu sais, c'est qu'est-ce que chaque partisan. Oui, on est des partisans des Raptors. On veut que les Raptors aillent loin. Mais à la toute fin, on est des partisans de basket. On veut que ce soit un match enlevant parce qu'on sait que les gens vont rester debout vers leur écran ou vont vouloir rester jusqu'à la fin. Premier quart était un peu coup-ci-coup-ça. Siakam encore avec des problèmes, de la misère à réussir ses tirs. Finalement, vers la fin de la deuxième demi, les Raptors ont gardé ça à 4 points. Et c'est là que, je dirais, on était encore les trois assis. Peter a fait la prédiction de dire, il a fait son Marc Messier de lui-même en disant les Raptors ont gagné, il va y avoir un match numéro 7. Donc, on était, je te dirais, on était quand même dans un état calme. On se posait vraiment des questions. Et qu'est-ce que les gens ne savent pas, là, c'est que pendant les pauses, là, c'est surtout entre moi et Peter, c'est de l'astinage 101 là, entre. Il devrait lui jouer lui. Pourquoi lui a shooté? Pourquoi lui a fait ça? Puis t'as Mathieu qui embarque toujours. Et c'est la même chose quand c'est moi et toi. On sait pas, on prend les 2 minutes de pause pour aller aux toilettes ou prendre de l'eau ou quoi que ce soit. On analyse le match et on dit qu'est-ce qu'il fait, pourquoi Nick Nurse ne revient pas avec un. Puis c'est vraiment de l'astinage jusqu'à temps que quelqu'un dans les oreilles qui dit OK, 10, 9, 8, puis là, il faut partir en nombre. Mais et je te dirais, fait que la première partie de ce match-là, on était assis sur nos sièges, assez calme, décrivait le match. On sentait qu'il y avait quand même une tension parce que c'était peut-être le dernier match des Raptors. Et ça a commencé, on dirait, à s'enflammer quand on a commencé à parler avec Charles Dubébret à la mi-temps. Et surtout sur la dernière question de Peter qui était est-ce que pour le troisième quart, est-ce que tu commences avec Ibaka ou avec Gasol qui, en ce moment, dans les 2 premiers quarts, faisait absolument rien. Là. Je pense qu'il y avait 7 minutes de jouer, il avait manqué 2 lay-ups, 2 tirs en foulée complètement ouverts. Les 2 mains sur la tête, Nick Nurse l'avait sorti, puis là, on l'avait plus vu du deuxième quart. Et lorsqu'on est allé en pause... un go au troisième quart. Exactement. Et c'est au troisième quart, lorsque Gasol a réussi son 3 points, le fameux Viva España de Peter a changé complètement, a changé pour les Raptors. Et en studio, on a commencé à se relever parce que là, on y croyait, on pensait que là, ça s'en vient. Après ça, tu as eu la séquence de 9 points consécutifs de Van Vliet. On se souvient, il s'est fait fauter, 3 lancers francs. L'appel sur, je pense que c'était Smart qui a atterri, que Van Vliet a atterri sur son soulier. Les nouveaux règles à la NBA appellent ça comme une faute flagrante. Donc, tu as les 3 lancers plus la balle.
Van Vliet Il faut que réussit tu 2 donnes autres la tirs de chance au 3 tireur points. de redescendre finalement. Tu ne peux pas mettre ton pied, évidemment, sous le soulier du tireur. Exactement. Donc, on l'a vu là, à maintes reprises, des joueurs comme Markieff Morris dans les Clippers qui l'a fait sur Doncic. Doncic qui se tourne la cheville. Je me souviens, Zaza Pachulia, en finale, il l'avait fait aussi sur Kawhi. Donc, écoute, moi, j'ai rien contre cette faute-là, il n'y a aucun problème, mais ça l'a donné le momentum. Et là, vraiment, en studio, parce que tu veux savoir, là, puis il faut expliquer aux gens, on s'est levé les trois, puis je pense qu'on ne s'est pas assis jusqu'à la fin la fin du match. Ouais. Et à la toute fin, là, on était debout, puis quand les gens ne voient pas, c'est que lorsqu'ils enlèvent les caméras, les télés, ils approchent les télés pour qu'on les voit. Moi, j'étais presque debout, proche de la télé, là, pour vraiment tout voir là, comme ça, juste pour être sûr qu'on manque rien. Et l'émotion, parce que c'était des gros jeux après gros jeux après gros jeux, c'était incroyable. À la toute fin, là, j'avais presque plus de voix. Et chapeau à Peter puis Mathieu qui voulaient qu'ils se retournent sur un 10 sous pour faire Ça, c'est... supposé de commencer le match Denver Clippers. Et tellement que le match de Toronto a duré longtemps, à 2 périodes de supplémentaires, ben, on a manqué le premier quart des Clippers puis des Nuggets. On s'excuse à ces partisans-là, mais le match des Raptors et Celtics, c'était vraiment notre main focus, là, notre point, mais c'était incroyable comme atmosphère. Puis je l'ai tweeté tout de suite après, là, c'était le meilleur match que j'ai décrit à vie en termes d'émotion parce que qu'est-ce qui est bon, c'est que ça a commencé tellement en bas, puis dire « Ah non, ils vont vraiment, ils vont pas bien performer aujourd'hui », que ça a vraiment viré là, au troisième quart avec Saul Van Vliet, comme je l'ai mentionné. Puis là, ben, c'était vraiment un high d'émotion jusqu'à la toute fin. Et c'est drôle, Max, parce que ce que les gens à la maison ne savent pas, c'est que lorsqu'on est à la caméra, on est sur nos sièges, c'est parfait, mais honnêtement, et chacun son style, mais je décris tous les matchs que je fais debout. Que j'en ai un ou que j'en ai deux, je suis toujours debout. Le simple fait de également pas être sur place, ça enlève au niveau de l'émotion un peu, j'ai l'impression. Puis quand je suis debout, on dirait que je suis vraiment plus dans le match. Fait que vraiment, chaque fois que je décris un match, je suis debout. Est-ce que les gens ne savent pas également, Max, c'est que quoi, ça fait maintenant 10 ans qu'on travaille, toi et moi, ça fait 10 ensemble. ans depuis que j'ai commencé, donc aussi, on commençait avec la NCAA, ouais. Et toi et moi, on a une tradition, puis en vieillissant, cette tradition, on l'honore de moins en moins. Ce qu'il faut savoir, et vraiment une courte parenthèse, puis ensuite on revient là, sur le match numéro 7 de ce soir entre les Raptors et les Celtics. Il y a 10 ans, lorsqu'on faisait le March Madness, souvent on avait plusieurs matchs, 4 ou 5 par jour, de midi jusqu'à minuit. Et ça, c'est il y a 10 ans. Il y a 10 ans, j'avais 26 ans. J'étais vraiment plus jeune et peut-être plus stupide aussi, peut-être. T'avais pas d'enfant, Alex. T'avais pas d'enfant. Non, c'est ça, exact. Mais là, on avait un paquet de bonbons, de jujubes, du sucre. Question là, de faire en sorte qu'on soit réveillé pendant 12 heures. Et là, je trouve qu'en vieillissant, on s'est mis à bien manger, faire attention à notre poids. Et là, pour la première fois Max, en 4-5 ans, lors du dernier match qu'on a eu la chance d'écrire ensemble entre les Lakers et les Rockets, tu as fait renaître cette tradition-là avec quelques sacs de jujubes. C'était fantastique. Eh oui. C'est la fin de la parenthèse. Il faut mentionner que le match était à 9 h, puis que moi aussi, j'ai 2 enfants, puis qu'on se lève tôt le matin. Donc, c'est sûr que, outre les boissons énergisantes, des fois, il faut un petit boost. Mais oui, on a le droit de manger entre les pauses aussi. Là, au lieu de s'astiner, des fois, on mange un peu. Mais on mange un peu. C'est une tradition qu'on va continuer à honorer, là, Alex. Et c'est ça qui rend le match de ce soir pas difficile, mais c'est toujours un challenge. Lorsque tu as les Raptors, qui est le deuxième match d'une soirée, je serai avec Peter et Will ce soir pour les deux matchs. Et là, il faut que tu sois vraiment à ton meilleur, sans dire qu'on n'est pas à notre mieux dans le premier match. Mais dans le deuxième match, un septième match, j'ai hâte de voir vraiment comment ça va se passer. Je suis certain que l'adrénaline va faire en sorte qu'on va être sur un high pendant tout le match jusqu'à peut-être minuit ce soir. Une chose certaine, quand on va revenir à la maison, là, j'ai l'impression qu'on va faire dodo assez rapidement.
Bon, Max, parlons justement du match numéro 7 de ce soir. Dans le match numéro 6, tu n'es pas sans savoir qu'il y a 4 joueurs des Raptors qui ont joué plus de 50 minutes et on en a parlé régulièrement. Van Vliet, Lowry, Siakam et même OG Anunoby sont utilisés là, à outrance par Nick Nurse. Et au début de la série, je me souviens avoir dit en ondes, si cette série-là devait se rendre en 7 matchs, j'ai l'impression que ça va tourner à l'avantage des Celtics. Du côté des Celtics, il y a Tatum qui fait partie du top 5 des joueurs les plus utilisés en deuxième ronde. Mais à quel point, là, ces 4 joueurs-là qui ont joué plus de 50 minutes, ça peut faire mal aux Raptors de Toronto ce soir? Je te dirais, enlève le contexte de 2020, là, puis l'effet qu'on est dans la bulle. Oui, ça pourrait avoir un effet. Maintenant, avec le fait qu'on ne voyage pas entre les matchs, on n'arrive pas tard à la maison, puis là, on doit s'occuper soit des enfants ou de la conjointe, tu arrives dans les petites heures du matin, tu es un peu dégringolé dans tes heures de sommeil. Les joueurs, là, oui, il y en a quelques-uns, puis on l'a vu, là, sont avec leur famille, mais il n'y a aucun voyagement, puis tu as toujours une journée entre les 2 matchs. Et là, le fait aussi que le match n'est pas à 6h30, mais à 9h, ça aide aussi. Là. Écoute, c'est pas 2-3 heures là, dans une période de 48 heures qui va dire que tu es à 100% ou à 0%, mais je te dirais que je le mettrais de côté, ça, parce que l'importance du match, tu vas trouver l'énergie. Moi, le problème, là, c'est un peu comme on a vu les joueurs de Denver-Utah match 7. Ça a été compliqué. Puis le premier match, Denver a gagné. Je me souviens, on a fait ce match-là. Denver a gagné, mais le match suivant, le premier match contre les Clippers, tu as vu Denver qui était la pédale, il essayait d'aller la pédale était dans le fond, mais ça ne fonctionnait pas. Là. On était fatigué parce qu'on venait dépenser beaucoup d'énergie dans un match là, qui s'est terminé là, aux dernières possessions. Là. Donc, je ne serais pas inquiet pour ces joueurs-là pour le match numéro 7. Là, tout dépendamment comment les 2 autres séries dans l'Ouest se déroulent, je ne sais pas quand est-ce que la 3e ronde commencerait avec Miami, qu'eux sont reposés versus soit les Raptors ou les Celtics. Donc, pour revenir à ta question, je ne suis pas inquiet pour ce soir. Je suis inquiet pour peut-être le premier match, la ronde 3 pour l'équipe qui va gagner. Mais Kyle Lowry l'a dit, là, il faudra qu'est-ce qu'il faudra. Là. Je vais jouer sur une patte avec un bras cassé. Je vais jouer ce soir. Et je suis sûr que c'est la même chose pour Van Vliet, Lowry et Siakam. Siakam, donc, on peut en reparler. Là, beaucoup de choses à se faire pardonner. Mais ces joueurs-là là, sont prêts, là, peu importe le nombre de minutes qu'ils viennent de jouer là, dans les 2 dernières semaines. Du côté des Raptors de Toronto, Kyle Lowry, c'est le joueur qui a disputé le plus grand nombre de matchs numéro 7 avec 5. Il en a disputé un toutefois avec les Rockets de Houston. Et historiquement, Kyle Lowry, dans les matchs numéro 7, fait très bien, une moyenne de près, en fait, de plus de 20 points par match, entre autres, c'est à plus de 40%. Du côté des Raptors, il y a donc plusieurs joueurs qui ont disputé des matchs numéro 7 pour un total de 18. Ibaka avec 4, Gasol avec 4, Powell avec 2, Van Vliet, Siakam et Mecca qui ne jouent pas de toute façon avec 1. Et du côté des Celtics, on a un total d'expérience de 13 matchs seulement dans un match numéro 7. Brown et Smart avec 3, Tatum avec 2, Kanter avec 2, Hayward avec 1, Walker et Ogilvy également avec 1. Revenons brièvement, si tu le veux bien, sur Kyle Lowry. Il a, à toute fin pratique, lui et Norm Powell, pour moi, on peut même dire Fred VanVleet. Bref, on peut dire que tous les gardes, essentiellement, des Raptors de Toronto ont sauvé la saison dans le match numéro 6. Kyle Lowry, je me répète, là, il faut que ce soit... J'adore Vince Carter et ce qu'il a fait pour le basket au Canada. Kyle Lowry, pour moi, c'est le meilleur joueur des Raptors de tous les temps. Il l'a prouvé l'an dernier, en 2019. Il le prouve encore une fois cette année. Et pour moi, c'est le général à l'attaque et c'est lui qui a sauvé la saison des Raptors de Toronto. Évidemment qu'à la fin, Norm Powell avec un gros 2 points. Ben Vliet également avec la séquence dont tu as parlé. Mais les Raptors, je m'excuse, ne sont pas là sans Kyle Lowry. C'est sûr, c'est le cœur et l'âme de l'équipe. Puis, qu'est-ce que j'aime pas, c'est que c'est encore à mes yeux, selon qu'est-ce que je lis, qu'est-ce que je regarde,
un joueur sous-estimé? Est-ce que c'est le fait qu'il joue pour la seule équipe canadienne? Pourtant, c'est un joueur américain qui a joué aux États-Unis à l'Université de Villanova, mais on dirait qu'il est encore sous-estimé avec tout ce qu'il a fait. Il faut se rappeler, c'est que Kyle Lowry a beaucoup d'expérience en série, mais avant l'arrivée de Kawhi, on n'arrivait pas à battre LeBron James. Donc, cette perception-là de Lowry que oui, il y a une bonne équipe en saison et des bonnes statistiques, lui avec DeRozan, mais qu'il n'est pas capable de finir, il n'est pas capable de gagner. Là, arrive l'arrivée de Kawhi, on voit qu'est-ce qu'il porte à l'équipe. Mais Lowry, l'année passée, il faut se rappeler, dans les séries, c'était pas l'option numéro 1 et c'était pas l'option numéro 2. Tu avais Kawhi Leonard en 1 et Pascal Siakam était cette superstar en devenir qui était l'option numéro 2. Mais cette année, encore une fois, beaucoup de détracteurs disaient, moi le premier, je ne sais pas si les Raptors vont être capables. Siakam est maintenant un joueur super vedette. Il n'est pas devenu ce joueur super vedette. C'est comme si on lui a donné le titre. Kyle Lowry est vieillissant, seulement une année de contrat l'année prochaine. Est-ce que la motivation va être encore là? Même chose pour Kessel Ibaka. Mais jusqu'à présent, OK, Siakam n'a pas répondu présent ou à quelques matchs là, en série, mais c'est Kyle Lowry, là, le cœur et l'âme. Le cœur de ce joueur-là, là, c'est quelque chose que chaque entraîneur va dire, là, je vais prendre un joueur qui a du cœur avant de prendre un joueur qui a du talent. Et c'est exactement ce que Kyle Lowry est en train de démontrer là, à tous les téléspectateurs. Bon, Max, parlons-en, crevons l'abcès. Pascal Siakam contre les Celtics de Boston. Je ne sais pas à quel point on doit donner du crédit aux Celtics. J'imagine que oui. Et c'est certain que Brad Stevens a une stratégie contre Siakam. Le problème pour moi, c'est pas tant ce que les Celtics envoient sur Pascal Siakam, c'est la réponse de Pascal Siakam qui est incapable de faire quoi que ce soit depuis le début de cette série-là. Il a eu un bon match à l'attaque, le match numéro 4 qu'il a terminé avec 23 points, mais tu ne peux pas avoir un joueur comme Pascal Siakam avec une moyenne de 22 points par match en saison, voir cette moyenne-là glisser à 15 points par match. Mais Siakam, on le sait, là, c'est parti d'un joueur de banc à un joueur partant, à un joueur qui a très bien fait en match éliminatoire en 2019, à un joueur toute étoile. Et là, pour la première fois, se retrouve comme première option, non pas en saison régulière, mais en série. Et ça n'a pas été très long. On a fait du bon travail du côté de Brad Stevens. Ça n'a pas été très long pour couper toutes les options à l'attaque à Pascal Siakam. Là, le grand problème des Raptors, et c'est ma question pour toi, Max, est-ce que les Raptors peuvent gagner avec un Siakam? En fait, est-ce que les Raptors peuvent gagner le match numéro 7 avec un Pascal Siakam qui marque 12 ou 13 points? Et pour les gens à la maison, peut-être leur faire comprendre en fait, pourquoi Nick Nurse utilise Pascal Siakam autant sur le terrain. Il a joué 54 minutes dans le match numéro 6. Il y a beaucoup de gens sur Twitter qui nous ont demandé qu'est-ce que Pascal Siakam fait sur le terrain. Il ne fait absolument rien à l'attaque. Mais je pense que la clé, Max, c'est défensivement pour Siakam. Exactement. Écoute, si Nick Nurse voyait que Pascal Siakam lui donnait rien du côté défensif et on voit son rapport offensif, c'est sûr qu'il serait cloué sur le banc. Mais le problème, c'est que tu regardes les statistiques, là, puis des fois, les gens me reviennent et me disent « Ah, pourquoi tu parles souvent des plus et moins? » Mais je pense que ça a une signification très importante dans un joueur comme Pascal Siakam. Tout le monde voit là, qu'il y a de la difficulté, qu'il y a un manque de confiance, le flagrant, revirement des fois dans des moments, là, écoute, en surtemps et en deuxième période de prolongation, à chaque fois qu'il driblait, j'avais peur qu'il y ait un vol de balle ou qu'il y avait un revirement et malheureusement, ça arrivait. Je pense qu'il a réussi un seul panier à la toute fin. Mais c'est son apport du côté défensif. Regardez, il a joué 54 minutes et il a fini plus 12. Donc, ça veut dire que sans que ce soit lui qui marque, il force l'adversaire à ne pas marquer à cause de, c'est un joueur super mobile et il est extrêmement long. Je sais qu'il est 6 pieds 9 sans grandeur, mais je crois que son wingspan là, de son majeur à son autre majeur est plus grand que ça. Donc, et souvent, il est dans des situations dans le match où il doit couvrir 2 à 3 joueurs parce que soit on double Walker ou soit il y a un écran et roule puis on double le joueur qui a le ballon. Donc, lui, il doit prendre la décision de venir protéger la bouteille, mais aussi de faire le close-out et de challenger pour le 3 points, ce qui fait là, d'une
d'une belle facilité parce qu'il est extrêmement mobile, il est extrêmement long. Ouais. Donc, son côté défensif est la raison en ce moment pourquoi il est sur le terrain. Et qu'est-ce que j'ai aimé de Nick Nurse? C'est qu'il est allé avec un alignement plus petit pour terminer le match. Même, je te dirais, les 6-7 dernières minutes du quatrième quart, Ouais. habituellement, on voit Ibaka ou Gasol en 5. Mais là, on a vu Siakam en 5 avec OG, Powell, VanVleet et Lowry. Donc, c'est un alignement plus petit, mais c'est un alignement côté défensif que tu peux permettre de faire des permutations sur tous les écrans. On a eu quelques difficultés là, à essayer de contenir Tice à l'intérieur sur des rebonds offensifs ou sur des alley-oops, mais si Boston gagne ce soir à cause de Tice, chapeau aux Celtics, il va avoir tout un match, mais c'est pas le joueur qui va te démarquer. Il faut vraiment contrer Tatum, Brown et Walker. Qu'est-ce que je veux voir de Nick Nurse ce soir, c'est est-ce qu'il va retourner à son box and one? Beaucoup de gens me disent, le box and one, on voit ça dans les niveaux collégiales. Dans la NBA, il y a tellement de talent sur le terrain que c'est difficile. Et il ne l'a pas fait lors du 3e et 4e quart parce qu'il est allé avec ce plus petit alignement. Et il a dit tout simplement, vous switchez, vous faites une permutation sur tous les écrans, restez devant chaque joueur des Celtics pour ne pas leur donner des tirs en foulée ou des percées à l'anneau seuls. Et ça a fonctionné. On a vu les joueurs de Celtics un peu hésitants. Là, quelques occasions, Brad Stevens, après des temps d'arrêt, a fait des jeux clés comme des passes lobes là, pour Tice à l'intérieur. Mais comme je te dis, si c'est Tice qui nous bat ce soir, chapeau aux Celtics. Mais est-ce qu'on va retourner à cet alignement-là? Est-ce qu'on va voir peut-être Gasol un peu moins souvent, Ibaka un peu moins souvent? C'est des options que Nick Nurse a, mais j'ai aimé l'audacité puis le guts, si je pourrais dire, de Nick Nurse de rester avec cet alignement-là parce que Ibaka connaissait un bon match là, jusqu'au 3e et 4e quart. Et simplement, Max, pour revenir là, sur les plus et moins, Pascal Siakam a terminé à plus 12 et c'est un sommet du côté des Raptors de Toronto dans le match numéro 6. Tu l'as dit aussi, Siakam, pour moi, beaucoup plus mobile qu'un Serge Ibaka. Il y a des gens sur Twitter qui nous demandaient pourquoi Serge Ibaka n'est pas sur le terrain. Parce que Serge Ibaka ne marquera pas à chaque possession et ça te prend quelqu'un pour défendre à chaque possession. Si Serge Ibaka termine un match à 45 points, parfait, bravo. Mais si tu as un Serge Ibaka qui va te marquer 18, 19 points, j'aime autant avoir un Pascal Siakam qui va jouer de la bonne défense lors de chaque possession, qui est plus mobile surtout qu'un Ibaka contre une formation excessivement mobile. Même Tice, honnêtement, est mobile du côté des Celtics de Boston. Puis l'autre chose, si je peux ajouter, Alex, excuse-moi, Ibaka n'est pas à 100% là, sur ses deux pieds. Là. On sait qu'il y a un problème de cheville. Et c'est facile, les Celtics, Ibaka va couvrir Tice en défense. Mais Tice, c'est lui qui fait les écrans sur tous les joueurs. Que ce soit Walker qui a le ballon, Tatum qui a le ballon ou Brown. Parce qu'on veut avoir une permutation d'avoir un Ibaka qui est plus lent que par exemple, Siakam. Et ça va être plus difficile si on a un affrontement Kemba Walker, Serge Ibaka. Kemba Walker va faire ce qu'il veut là, de Serge. Donc, c'est une des raisons aussi. Les gens ont tendance à toujours regarder qu'est-ce qui m'amène côté de l'attaque. Mais il y a deux côtés sur un terrain, puis c'est les mêmes joueurs. Les joueurs que tu envoies à l'attaque, c'est ces joueurs-là qu'il faut qu'ils reviennent en défense. Et on n'a pas un joueur imposant là, à la Shaquille O'Neal ou un Anthony Davis qui peut se permettre défensif, mais tu sais qu'il va t'en donner peut-être 25 et 30 par match. Tu parlais du guts, du courage finalement de Nick Nurse d'y aller avec sa formation plus petite en fin de match. J'ai une colle pour toi. Est-ce que tu commences le match avec cette formation-là et tu donnes le ton au match vraiment dès le départ ou tu reviens avec ton même 5 partants qui t'a donné pas grand-chose? Honnêtement, dans les premiers quarts depuis le début de cette série-là, à part un gars comme Carl là, qui a été très, très bon au premier quart, entre autres, pendant 2 matchs. Là, je me souviens, match donc 4 et 5 où il avait une moyenne de 11 points par match au premier quart. Mais est-ce que tu enlèves Gasol? Est-ce que Ibaka et Gasol commencent? Est-ce qu'on a perdu Max? Est-ce que j'ai fait en sorte que Max... Non, je suis de retour, désolé, j'ai perdu ta question, mais je pense que j'ai compris ta question. Est-ce que tu commences la formation, le match avec la formation qui a fini le match numéro 6? Non. Pour la simple et bonne raison que même à la mi-temps, j'étais sûr que Ibaka allait commencer sur Gasol, puis Gasol a commencé
tu recommences avec ton même 5 alignements partant. Donc, avec Gasol, Siakam en 4, OG Anunoby et les 2 gardes, VanVleet et Lowry, parce que tu veux essayer de donner des minutes au début, des minutes agressives pour Marc Gasol, peut-être aller chercher des fautes, aller chercher des rebonds offensifs. La seule chose qui va être différente, ça va être la patience et le niveau de patience de Nick Nurse. Si on voit que Gasol, ça ne fonctionne pas, il va aller avec Ibaka rapidement. Et si avec Ibaka, on sait je ne pense pas qu'il peut jouer 40 minutes parce qu'il n'est pas à 100%, on va sûrement voir cet alignement-là petit dès le deuxième quart. Il reste plus que 5 minutes à cette version très, très courte là, du balado du centre-ville, évidemment, avec deux matchs à faire plus tard ce soir. Kemba Walker, dans le match numéro 6, Max a connu vraiment son pire match contre les Raptors de Toronto avec 5 petits points seulement, 2 en 11 en 52 minutes de jeu. Est-ce que essentiellement c'est la grande raison pour laquelle les Celtics ont échappé ce match numéro 6-là? Et est-ce que tu sens que les Celtics là, ont presque trop d'armes à l'attaque contre les Raptors de Toronto? Et ça prend vraiment une soirée très, très, très difficile de soit Walker, soit Brown, soit Tatum également à l'attaque ou Smart pour espérer une victoire du côté des Raptors. Hier, justement, j'en parlais brièvement avec Peter et la série, et je suis désolé pour les amateurs des Raptors, mais cette série-là devrait peut-être être finie. Je comprends que dans le match numéro 2, Smart a été exceptionnel au début du 4e quart. Mais pour que les Raptors restent en vie, ça a pris un tir absolument incroyable de OG Anunoby. Ça a pris une victoire en 2e prolongation. C'est une formation qui n'abandonne jamais, mais quand même, là, je trouve que les Celtics ont mieux joué depuis le début de cette série que les Raptors de Toronto. Donc, est-ce que ça t'inquiète, Kemba Walker, et à quoi tu t'attends du match numéro 7 ce soir, du côté des Celtics seulement? Est-ce que ça m'inquiète? Non, parce que faut mentionner que le box and one en première demi, c'était VanVleet sur Walker, peu importe il est où sur le terrain. On ne veut pas qu'il ait le ballon, on ne veut pas qu'il nous batte. Et Walker a effectué seulement 2 tirs en première demi. Est-ce que ça lui a cassé le rythme pour le 3e, 4e quart et les 2 périodes de prolongation? Peut-être, mais il a manqué aussi là, quelques tirs en foulée qu'il aurait dû avoir. Puis je pense que j'ai même lu que les arbitres auraient dû appeler une faute sur le dernier tir en foulée de Walker là, au 4e quart. Ouais, effectivement. Mais du côté de la série, c'est sûr, si tu regardes sur papier, je crois que les Celtics ont plus de talent, ont plus de potentiel de talent. Là. Tatum, Brown, c'est des joueurs encore extrêmement jeunes. Je crois que côté expérience et côté, c'est dur à dire, là, côté fierté et cœur, les Raptors ont l'avantage et c'est une des raisons pourquoi ils sont allés gagner des matchs qu'ils ne devaient pas gagner. Le match numéro 3, le tir d'Anunoby, ça ne devait pas rentrer, là, ça. Ouais. Effectivement. Ça aurait dû être une défaite également du côté des Raptors, mais on est allé les gagner. Donc là, en ce moment, là, il faut se contrebalancer des 6 premiers matchs. C'est un match. C'est un match, c'est ça. Peut-être plus. Et il faut laisser faire les statistiques, puis il faut jouer notre match. Côté Boston, il faut continuer à être agressif. Il faut continuer à être. On est la meilleure équipe en transition défensive et c'est une des raisons pourquoi Siakam n'est pas capable de commencer bien les matchs. C'est que sa première option en fast break, en transition offensive, n'est pas là parce que les joueurs des Celtics reviennent à 5 rapidement. Les choses que les entraîneurs recherchent, là, c'est que toujours des joueurs qui courent qui sprintent pour revenir en défense, avoir une bonne communication pour avoir 5 joueurs là, sur 5 joueurs lorsqu'on retourne en défense. Ça, les Celtics, ils le font extrêmement bien. Il faut qu'ils continuent à faire de ce côté-là. Maintenant, pour côté Kemba Walker, il ne faut pas forcer la note. Il faut essayer d'attaquer, d'avoir des permutations, attaquer des joueurs comme Gasol, Ibaka s'ils sont là, sur le terrain. Mais c'est une partie d'échec aussi. Là. Est-ce que Nick Nurse va aller avec son alignement plus rapide? D'après moi, on va peut-être le voir au deuxième quart. Ça coûte plus à des joueurs comme Kemba Walker. L'autre chose, Marcus Smart. Marcus Smart, pour moi, c'est le X-Factor. S'il est capable de réussir des tirs de 3 points, ça donne un boost à son équipe parce que tu sais que côté défensif, il va tout donner. Puis, il va être un peu comme un Kyle Lowry, aller chercher, vendre là, sa salade, mettre la moutarde sur tous les écrans. À chaque fois qu'il va avoir un contact, il va essayer d'aller chercher une faute. Donc, moi, je crois que le talent de Tatum Brown, indéniable, ils vont être bons. Ils vont réussir des tirs. Walker aussi,
mais le joueur clé, là, c'est Marcus Smart. S'il est capable de réussir des 3 points, ça donne de l'énergie à son équipe. Et lui, il réussit des 3 points par séquence. Il va en manquer 4 de suite. Après ça, il va réussir les 5 autres de suite, comme au match numéro 2, comme au premier quart contre les Raptors. Et l'autre chose, pour terminer, c'est vraiment lui, c'est lui il ne faut pas attaquer à 1 contre 1 si on est les Raptors. Marcus Smart, il a été nommé sur l'équipe toute étoile défensive. Je ne me souviens pas, je pense que c'est sur la première équipe d'étoiles défensives. C'est un excellent joueur. Donc, c'est pour ça que j'ai aimé voir Lowry attaquer Kemba Walker, Van Vliet, attaquer Walker, mais attaquons pas Smart en 1 contre 1. Merci beaucoup, Max. Toujours très intéressant. Le temps de vous rappeler que ce sera le 6e match numéro 7 de l'histoire des Raptors de Toronto. Les Raptors qui avaient perdu les 2 premiers, mais depuis, ils ont remporté chacun de leurs 3 derniers matchs numéro 7. Et tout le monde se souvient du dernier match numéro 7 disputé par les Raptors de Toronto. Encore une fois, en 2e ronde contre les 76ers de Philadelphie. Et c'est lors de ce match où Kawhi Leonard, c'est pourquoi je porte présentement ce chandail avec la mention « Oui, papa ». Et c'est là où les Raptors ont passé par la suite en grande finale de l'Est contre les Bucks de Milwaukee. Donc, on se souhaite assurément un bon match ce soir, un bon match numéro 7 à compter de 21h sur les ondes de RDS. Et on vous rappelle, à compter de 18h30, ce sera Nuggets contre Clippers. Les Clippers qui mènent 3-1 et tenteront donc de passer en finale de l'Ouest contre peut-être les Lakers de Los Angeles qui mènent également 3-1 contre les Rockets de Houston. Donc, c'est un rendez-vous ce soir pour un programme double à l'antenne de RDS à compter de 18h30. Et pour notre part, Max, on se retrouve vendredi prochain pour une autre édition du Balado du Centre-Ville. Salut tout le monde. Hey, bon match 7 en direct, là, Alex. Merci beaucoup. Je te souhaite un bon match en direct de ton divan, finalement, ce soir. Exactement. Je vais être dans le sous-sol pour ne pas réveiller les petits qui dorment au 2e. Parfait. Bon match tout le monde. À bientôt.